Bienvenue à tous. Merci d'avoir attendu ce rendez-vous avec beaucoup d'impatience parce que aujourd'hui, la question qu'on puisse bien se poser, comment va la santé des Congolais? Quelles sont les réformes que Félix Tshisekedi, président de la République, a pu apporter dans ce pays? Qu'est fait le ministère de la Santé, de la Prévoyance, des l'hygiène en RDC? Est-ce que les Congolais aujourd'hui sont lotis, mieux lotis qu'hier en matière d'infrastructure? Le cas illustrant l'incident de Kinkole est-il, ce cas, l'illustration des déficiences, pour ne pas dire d'inadaptation de ce qui se passe dans le secteur de la santé? Comment l'État va s'occuper des malades, des catastrophes? Des questions sur la redevabilité aujourd'hui apportées par le ministre des tutelles, Roger Kamba. Docteur Kamba, monsieur le ministre, venez nous rejoindre sur le plateau de Télé 50 qui vous attend. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Ça fait un plaisir de vous recevoir ici. Ça fait un plaisir de venir ici. Surtout que l'opinion vous attendait. Oh, ok. Pas seulement pour l'actualité de Kinkole, mais surtout sur l'état de la santé des Congolais, les infrastructures, les hôpitaux, la maternité gratuite, la couverture santé universelle, tout ça. Beaucoup de questions. On va éclairer l'opinion. Installez-vous. Merci. Alors aujourd'hui, Dr Kamba, ministre, n'est pas à présenter parce que vous avez été déjà conseiller du président, vous avez piloté ces ministères depuis un certain temps et puis les gens ont dit il est effacé, il est plus technocrate que politique. Pourtant, vous êtes militant de l'UDPS. Hein? Oh, je suis militant de l'UDPS depuis très longtemps et justement parce que je suis un militant depuis très longtemps que j'ai compris qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour militer, un temps pour agir, juste dans le temps de l'action. Alors moi, je vous ai fait venir parce que ce qui nous fait parler aujourd'hui, c'est ce partenariat avec les États-Unis. Beaucoup de gens disent, pour une fois, depuis longtemps, on n'avait pas eu un partenariat avec les Américains qui allait nous apporter des solutions aux problèmes d'une manière sérieuse, structurelle, etc. Vous avez signé des MOU avec les Américains. Alors, moi, je vais être à la place des Congolais moyens. On va y aller crescendo. Qu'est-ce que les Américains vont apporter aux Congolais avec ces partenariats? Qu'avez-vous signé avec eux? Très bien, merci beaucoup. D'abord, merci aussi pour l'invitation. Il est important, effectivement, que nous rendions compte, même si, effectivement, on a un grand travail technocratique, mais nous devons rendre compte à la population de ce que nous faisons. Et surtout sur ce plan qui est, sur ce point très précis qui est un point capital, parce que c'est un partenariat stratégique sur 5 ans et qui engage la République. Alors, d'abord, pour rappel, le budget de notre système de santé est composé en majorité de l'aide extérieure. Et puis, il y a une partie qui vient de paiement direct des soins par la population. Et puis, il y a une partie qui vient de l'État. Voilà les 3 composantes du budget. Sauf que la composante extérieure, jusqu'à présent, était très importante. 80%? Non, 60% à peu près. Très importante. Mais cette composante extérieure, quand on la regarde en détail, elle était composée essentiellement des fonds américains, au travers des organismes comme USAID, que les gens connaissent. Il est arrivé que le président Trump, quand il est arrivé, a diminué tout ça. Il a stoppé, pas diminué, stoppé. L'USAID bazardé. Ça n'existe même plus. Mais il a retiré aussi l'argent des autres partenaires, comme l'OMS, comme tous ces partenaires, UNFPA, tous ces partenaires qui intervenaient avec des fonds américains de manière indirecte. Ce qui fait qu'au final, notre budget 2025, brusquement, a été coupé. Ah, c'était ça. Brusquement. Et je vous donne un exemple précis. Nous sommes en pleine lutte contre un pox. Oui. D'ailleurs, que nous avons arrêté aujourd'hui, si vous êtes au courant. Oui, on a diffusé sur Télé 50 aujourd'hui même. Oui. Et donc, on a déjà planifié les dépenses. Et on siégeait tous les lundis avec les partenaires, dont
le partenaire américain, USAID, qui était avec nous tout le lundi. Je peux vous assurer que d'une semaine à l'autre, le partenaire ne venait même plus parce que ça a été coupé du jour au lendemain. Ça a été coupé, il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y a pas eu de... On vous informe, non. Du jour au lendemain, terminé. Or là, il y avait par exemple 16 millions de dollars d'activités déjà prévues dans la lutte contre Mpox. Donc, tac, coupé. Pour vous montrer l'impact direct et quasiment violent de cette coupure-là qui a fait que notre budget a brusquement diminué. Mais ce n'était pas seulement nous. Tous les pays qui avaient le soutien américain. Alors là, un budget, ça ne se remplace pas comme ça. Et surtout, le plus grand budget. Donc, nous avons été contactés par le département d'État américain. Qui m'ont dit, écoute, est-ce que tu peux venir nous expliquer le système de santé en RDC? Donc, en septembre de l'année dernière, je suis parti aux États-Unis, au département d'État, discuter avec eux. Ils m'ont demandé d'expliquer les priorités. J'ai expliqué les priorités. Les urgences, j'ai expliqué les urgences. Ils m'ont dit, OK, le président Trump, au travers du département d'État, a décidé qu'un certain nombre de pays africains puissent être reconsidérés dans le budget. Mais on veut voir chaque pays et évaluer ce que les autorités nous disent pour savoir combien d'argent on va mettre. Donc, je leur ai expliqué la gratuité de la maternité, j'ai expliqué la lutte contre les épidémies, j'ai expliqué les réformes que nous sommes en train de mettre en place, j'ai expliqué les besoins en ressources matérielles, les équipements, j'ai expliqué tout. Ils m'ont dit, OK, vous repartez, on va vous dire ce qu'on va décider. Un mois plus tard, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, nous venons à Kinshasa. Donc, les Américains sont venus ici, on a discuté avec eux. Ils m'ont dit, après discussion, nous avons décidé que la RDC va avoir 900 millions de dollars pour 5 ans. 900 millions sur 5 ans. C'est moins ou plus que l'USAID nous a mené? C'est plus. C'est plus, OK. Parce que cela, c'est de gouvernement à gouvernement. Bilatéral. Donc, on a moins d'interventions des ONG qui prenaient beaucoup d'argent dans les frais de fonctionnement. Surtout les ONG. Surtout les ONG. Leurs propres ONG qui bouffaient ces budgets-là. Voilà. Mais en contrepartie, l'État congolais devait faire un effort sur les 5 ans, sur son propre budget, d'augmenter aussi les dépenses en santé de 300 millions. C'est-à-dire, l'État s'engage pour que les 5 ans qui viennent, il fasse aussi un effort de 40 à 60 millions de dollars chaque année, en plus de ce qui est dépensé. Et là, je dois être un peu précis pour que la population comprenne bien. On ne demande pas à l'État d'augmenter son argent. On dit, si votre budget était par exemple de 100 dollars, prévu 100 dollars, mais vous avez dépensé seulement 40 dollars sur l'année précédente, cette fois-ci, on vous dit, sur votre budget de 100 dollars, dépensez 50 dollars. L'année suivante, dépensez 60 dollars. Toujours sur votre budget. En ajoutant un tout petit peu. En ajoutant un tout petit peu pour que sur 5 ans, on fasse 300 millions et eux, ils mettent 900 millions. Voilà pourquoi ça fait un total sur 5 ans d'investissement en santé de 1,2 milliard de dollars. Telle est l'entente financière. Mais, je préfère vous le dire parce que peut-être que vous le savez, il y a au moins 2 pays, il y a 17 pays au total en Afrique qui étaient dans le programme. Mais il y a 2 pays qui n'ont pas signé, qui ont dit, dans cet accord, on voit des choses qui portent atteinte à notre souveraineté. En fait, à ce budget, il y a 2 annexes. Il y a une première annexe sur les données. Les Américains disent, partagez-nous vos données de santé. Et une deuxième annexe sur les échantillons. Partagez-nous vos échantillons. Alors donc, ils nous ont envoyé un MOU qu'on devait signer en décembre 2025. Quand j'ai lu, j'ai dit non, les données, on ne les partage pas comme ça. Ce sont vos données. On va nous s'exposer. C'est pour ça que c'est moi qui vous en parle, non? Parce que ce sont des éléments importants. Et puis les échantillons, il faut qu'on discute. Et donc, on a commencé à discuter depuis novembre et nous avons signé finalement le 26 février dernier. C'est-à-dire que nous avons échangé plusieurs fois les drafts
jusqu'à ce que nous, RDC, on se soit rendu compte, OK, maintenant, on est protégé. Alors, pour les données, ce qu'on a convenu avec les Américains, c'est que, premièrement, ce sont les données qui nous permettent à eux et à nous de vérifier que les 900 millions sont utilisés correctement. Oui. Par exemple, si on dit on va mettre de l'argent pour soigner les malades atteints de VIH. On nous dit, OK, on a combien de malades? On dit, on a 100 malades. OK, pour l'instant, on soignait combien? On soignait 40 malades. OK, nous voulons que l'année, avec le budget américain, vous soignez 50 malades, donc 10 malades de plus. Eux, ils doivent accéder à ces données pour s'assurer que nous avons soigné 10 malades de plus. Oui. Ça, c'est une première chose. Donc, nous avons circonscrit le cadre de partage des données. Nous partageons les données dans le cadre du MOU. Et qu'est-ce qu'on ne donne pas? Tout le reste. Nous donnons ce qui nous permet à eux et à nous D'apprécier de la vérifier que Oui. nous sommes en train d'avancer correctement dans le MOU. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que ces données, les Américains n'y accèdent pas automatiquement. C'est nous. Il n'y a pas de fichiers partagés. C'est nous qui décidons qu'est-ce que nous partageons. C'est signé dans les MOU. Donc, non seulement c'est des données qui nous permettent de faire évoluer le MOU, donc l'entente, mais ce sont des données auxquelles ils accèdent seulement avec notre accord. Donc là, la souveraineté est totale. Ça, c'est pour les données. La deuxième annexe, c'est pour les échantillons. Par exemple, là où vous avez suivi, nous avons lutté contre Ebola à Boulapé et nous avons fini cette maladie en 6 semaines. En 6 semaines. C'est la première fois et là, le monde entier dit, bah, écoutez, il faut aller apprendre en RDC comment ils font. Et si nous avons repéré le virus d'Ebola, nous l'avons le virus, nous avons l'échantillon, les Américains nous disent, partagez-nous cet échantillon. Nous, on dit, OK, on va vous le partager à 2 conditions. Première condition, ça reste notre propriété intellectuelle. Oui. En termes de recherche. En termes de recherche. Parce que quand ils demandent le partage, c'est pour faire de la recherche. Oui. Mais deuxièmement, si vous trouvez un vaccin, si vous trouvez un médicament, la RDC est prioritaire Pour bénéficier de ces pour médicaments. bénéficier de ça. À un prix maximum égal à ce que les Américains payent. Mais l'idéal, c'est moins. Si vous allez vendre maintenant à d'autres pays plus chers votre médicament, votre vaccin, Et ils ont signé ça, les Américains. mais c'est signé, c'est le MOU. Et c'est pour ça que ça traînait pendant 3-4 mois, on échangeait. Et nous sommes parmi ceux qui avaient signé les derniers. Parce que justement, j'ai dit non. Quels sont ces 2 pays qui n'ont pas signé? La Zambie et le Zimbabwe. Mais là, c'est parce qu'il y avait d'autres conditions que nous, on n'avait pas. Par exemple, ils avaient, c'est ce que j'ai entendu, Oui. ils avaient demandé d'accéder à leurs minerais. Oh. La contrepartie. En contrepartie. Mais nous, on n'a pas ça dans le MOU. Nous, notre MOU, il est clair, on n'a pas ça. Mais la Zambie, je pense, et ils l'ont dit de toute façon, c'est parce qu'on leur a demandé d'avoir des préférentiels au niveau de leurs minerais. Ce que nous n'avons pas Mais nous dans aussi, nos minéraux, les Américains, ils ont Ah, des, c'est pas dans le ils MOU ont des santé. prétentions dessus. Oui, c'est pas dans MOU le- santé, il n'y a pas Il minéraux. n'y a pas. Ah, Il n'y a pas. Donc c'est pour cela qu'après avoir fait tous ces allers-retours, nous avons signé. Et nous avons signé en février, le 26. Non. Et maintenant, nous sommes actuellement, nos équipes sont en train de travailler maintenant pour opérationnaliser. C'est la pour question que j'allais poser. Ouais. Quand est-ce qu'on va opérationnaliser tout ceci? Et le premier décaissement commence quand? OK. Et Moïse, c'est l'entente, c'est vous vous entendez, mais en réalité, il faut concrétiser. Alors d'abord, je vais vous donner l'information, c'est que j'ai dit 900 millions, c'est sur 5 ans. Oui. La première année, les Américains mettent 200 millions de dollars. 2026. Oui. On est au mois d'avril déjà. Oh, oui, oui, mais ils sont sérieux, hein, c'est pas, ils vont, non. 200. Maintenant, quand nous avons commencé la discussion, l'opérationnalisation devait intervenir au bout de 3 mois. Mais comme nous, on a traîné pour signer à cause des allers-retours, on a réduit le temps, donc on va opérationnaliser au bout de 2 mois. Donc là, maintenant, nos équipes et les équipes américaines sont en atelier maintenant, comme on parle là, ils sont en atelier ici à l'hôtel Hilton, ils sont en atelier pour maintenant décider de toutes les étapes pour qu'au maximum, un mois, maintenant dans un mois, parce que c'est 2 mois,
au lieu de 3, 2 mois, on commence le premier décaissement. Est-ce que les programmes que l'USAID finançait autrefois, vous les avez repris? Ou c'est de nouveaux programmes que vous allez maintenant intégrer dans ces financements? L'avantage avec le MOU, c'est que maintenant, les Américains ne viennent pas en disant, comme c'était dans le temps, USAID venait, nous avons acheté les médicaments pour tuberculose, nous avons acheté ceci, nous avons acheté... Maintenant, ce n'est pas ça. C'est vraiment de gouvernement à gouvernement. C'est pour ça que je vous dis que nos équipes sont en atelier maintenant pour décider, ça nous faisons, oui, ça nous ne faisons pas, ça nous acceptons. C'est ça qui est en train de se faire maintenant pour finaliser, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais l'équipe de Trump, là-dessus, sur le dossier santé, j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'ils sont pragmatiques. Ils s'alignent sur les priorités de l'État. Quelles sont vos priorités? Les pays partenaires. Comment? Les priorités des pays partenaires. De pays partenaires. Et donc, c'est ça qui est en train de se faire maintenant à l'hôtel Hilton. Nos équipes sont en train de travailler pour traduire nos priorités dans les actions qui vont être faites. La gestion de ces fonds, c'est souverainement la RDC, ou c'est eux, leurs circuits financiers, qui pilotent, qui payent le prestataire, qui payent qui va gérer ces fonds? Alors, dans le schéma qui a été fait, on met un comité de pilotage où il y a le ministère de la Santé et le département d'État américain, ici représenté par l'ambassade. Donc ça, c'est le comité de pilotage où il y a le ministre de la Santé et le responsable américain. Ensuite, on met un comité opérationnel. C'est ce comité opérationnel qui dit « moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça ». Maintenant, comme je dis, ils sont maintenant en train de définir tous les circuits. Vous voulez aller soigner, par exemple, une des priorités du ministère, c'est par exemple les relais communautaires. Je veux que nous ayons des relais communautaires qui soient payés. Maintenant, eux, ils discutent avec nos équipes. On a combien de relais communautaires? On les paye combien? Ils sont où? Comment est-ce qu'on les répartit? Donc, le comité de pilotage dans lequel moi je suis avec les responsables américains, nous définissons les priorités. Le comité opérationnel définit les actions à poser. Et maintenant, au bout de 6 mois à 1 an, l'argent est maintenant de gouvernement, est déposé maintenant dans le gouvernement congolais. Mais pendant les 6 premiers mois, 9 premiers mois, on travaille avec eux en permanence pour savoir quelles sont les priorités, comment est-ce qu'on les finance, comment est-ce qu'on décaisse l'argent. Monsieur le ministre, vous savez que le problème que nous avons dans le Congolais, c'est la gestion de ces fonds, concrètement. Les gens que vous envoyez dans ces comités, soit ce n'est pas un copinage, soit c'est parfois des incompétents qui vont là-bas parce qu'ils savent qu'il y a des fonds. Et puis, troisièmement, s'il y a des détournements, vous ne punissez pas. Alors, d'abord, une réponse très simple. On travaille depuis 4 mois avec les Américains. Vous savez qu'ils ne jouent pas avec leur argent. Non. Et je viens de dire qu'ils sont avec nous au niveau du comité de pilotage et au niveau du comité opérationnel. Ils sont avec nous. Donc, ce n'est pas eux qui vont laisser que les Congolais commencent à prendre de l'argent à mettre dans leur poche, premièrement. Mais deuxièmement, ils ont travaillé avec nos équipes depuis 4 mois et on sait, ce sont ces gens qui travaillent là qui continuent. Donc, on ne va pas inventer de nouvelles personnes qui vont venir de je ne sais pas où pour entrer là-dedans. On a entendu, il y a les fonds américains là-bas, il faut me nommer là-bas, et puis il arrive là-bas. Non, ce sont les mêmes équipes qui travaillent sur ces MOU depuis le départ qui sont en train de continuer. Est-ce que vous allez former les gens avec ces fonds américains? Parce que très souvent, moi, en préparant cette émission, j'ai eu beaucoup de médecins qui m'appelaient et me disaient le ministre a fait de bonnes réformes, mais le problème, c'est la formation de ceux qui exécutent ces réformes. Il y a dichotomie entre la tête et la base. Monsieur Jean-Marie Kassamba, je ne sais pas si vous avez appris, il y a 2 semaines, nous étions dans une réunion ici avec tous les médecins spécialistes pour faire un peu le point. Mais à cette réunion, nous étions avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Quand j'étais conseiller spécial, donc je n'étais pas encore ministre, dans le cadre de la couverture santé universelle, j'avais demandé qu'on ne puissions mettre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé ensemble. Parce que ce n'est pas le ministère de la Santé qui forme, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Sauf que... On voit l'état dans lequel se trouve... Sauf que ce ministère-là... La faculté de médecine, les facultés de médecine. Les facultés de médecine. Sauf que ces gens-là... Les labos que nous avons, de quelle qualité? Oui, sauf que le ministère de l'Enseignement supérieur ne demande pas à l'employeur, parce que moi je suis l'employeur. Oui. Mais il ne demande pas de quoi vous avez besoin. Il forme. On voit une faculté qui a été autorisée pour multiples raisons, qui forme.
Des médecins. Et qui ne demandent pas est-ce que ça correspond à ce dont vous avez besoin. Donc c'est pour ça que j'ai dit non. On doit mettre ensemble une commission, et c'est ce que nous avons fait il y a 2 semaines, une commission santé, enseignement supérieur, pour dire voici nos besoins en formation. Voici nos besoins pour utilisation sur terrain. Et, par exemple, la RDC a au total 1300 médecins spécialistes. Seulement 1300 pour 200 millions d'habitants. Mais c'est pas assez. Mais comment on va faire pour des maladies spécifiques, tout ça C'est pour cela que je dis non. Nous devons trouver d'abord des solutions rapides, mais nous devons aussi trouver des solutions de long terme. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble avec l'enseignement supérieur pour dire comment est-ce qu'on oriente notre formation pour avoir du personnel qualifié, adapté. Parce que si nous avons du personnel que des médecins généralistes, mais ça pose énormément de problèmes. Mais c'est qu'on forme dans nos universités. Hein. Ben oui, mais même les écoles d'infirmières, on forme que des généralistes. Hein. Quand vous n'avez que des généralistes, malheureusement, ils n'ont pas le niveau de compétence pour régler les problèmes de spécialité. Or, souvent les maladies, très rapidement, elles montent en spécialité. Vous avez été avec moi en Europe, donc je profite pour faire un clin d'œil. Oui. Les hôpitaux en Europe, ce sont les spécialistes qui travaillent dans les hôpitaux. Ce sont des spécialistes qui travaillent dans les hôpitaux. Les généralistes, ce sont des médecins de ville. Oui. Qui font des consultations. Qui font des consultations. Maintenant, avec des réformes, on voit que certains hôpitaux commencent à prendre des médecins généralistes dans les hôpitaux, mais sous supervision des médecins spécialistes. Mais l'hôpital, c'est-à-dire les soins qui commencent à demander de la spécialité, ça doit être réservé aux spécialistes. Mais quand vous en avez 1300, pour un pays de plus de 100 millions d'habitants, vous voyez que très rapidement, vous condamnez le niveau à être bas. Il y a des tâtonnements. Parce qu'un généraliste, c'est un généraliste, il n'a pas de spécialisation. Ce n'est pas sa faute, mais il faut former des spécialistes aussi. Alors, avant que je puisse faire intervenir des collègues qui sont avec moi, parce qu'on va beaucoup parler aujourd'hui des réformes. Hein, il n'y a pas de problème. Parler des réformes. Vous avez modernisé le système de santé, vous avez renforcé la gouvernance, vous avez amélioré l'accès aux soins, etc. Est-ce que ce partenariat avec les Américains, c'est la dernière question, va suppléer considérablement ce que Trump avait coupé, ou c'est quelque chose de ponctuel pendant 5 ans? Dès que Trump, son mandat est terminé, il s'en va, et on va revenir à des problèmes structurels. Parce qu'on a l'impression qu'on met tout dans ce que les Américains apportent. Non, on ne met pas tout. On a parlé de ça parce que c'est le sujet par lequel on a commencé. 3 sources de financement. Coopération, c'est que paye le malade, et puis c'est que l'État amène. Oui. Donc on n'a pas parlé de 2 autres encore. On a parlé pour l'instant seulement de la coopération, enfin du partenariat avec les... Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire que la santé, aujourd'hui, elle est mondialisée. Vous savez, quand on a commencé à lutter contre un pox, encore eux, les Américains, qui étaient en panique totale, avec un pox tout simplement parce que un pox que nous connaissions depuis 1970, parce que le premier cas de cette variole de singe a été qui est passé chez l'homme, c'était en 1970 chez nous. Hein. C'est chez nous à RDC qu'on a eu le premier cas. Depuis qu'on connaît ça, la transmission, c'était une transmission par contact. Sauf que, avec cette dernière épidémie, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une transmission sexuelle. Aussi. Mais c'est ça qui a entraîné l'épidémie que nous avons, que nous venons de finir. Comme le sida, comme les maladies vénériennes. Et ils ont eu peur que ça ressemble au sida. C'est pour ça que c'était la panique totale. Et donc, ils sont venus me voir pour me dire, écoute, es-tu sûr qu'on va réussir à me juguler? Je lui ai dit, mais attendez, on a fait des réformes justement, vous allez voir, on va juguler. Mais ils ont été obligés, eux les Américains, mais tous les partenaires, d'intervenir. Parce que si vous n'intervenez pas, que ça arrive chez vous, c'est pour ça que j'ai dit que la santé est aujourd'hui mondialisée. Donc je pense que même si les ressources extérieures baissent, ça ne peut pas s'arrêter. Parce que tout simplement, c'est pour leurs propres intérêts
que nous soyons en bonne santé, que nous soyons vaccinés. Parce qu'il y a des flux migratoires. Pour éviter que la maladie arrive chez eux. Voilà. Donc je pense que structurellement, c'est à nous-mêmes d'organiser notre système, mais avoir leur soutien, ça va continuer. Alors, Crispin Chibinkoufou sur le partenariat avec les Américains. Le ministre vous écoute. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureux d'être en face d'un technicien, en entendre parler. Beaucoup d'experts que j'ai écoutés ont plutôt salué la décision du président Trump qui a supprimé les fonds de l'USAID pour beaucoup de pays, notamment en Afrique, parce que l'Afrique devait se réveiller. Les États africains devaient financer le système de santé des pays africains. Mais curieusement, vous vous félicitez de cet accord avec les Américains, 900 millions de dollars. Est-ce que notre pays, la République démocratique du Congo, manque de ressources pour financer sérieusement son système de santé? Est-ce que les 17 pays qui ont signé manquent de ressources pour financer leur système de santé? Nous sommes dans un monde globalisé. Je vous donne un exemple très simple. Le vaccin Mpox. Quand on a commencé, ce vaccin coûtait 230 $ la dose. Si vous devez vacciner 1 million de personnes seulement, ce n'est pas assez. Fois 230. Ça fait juste pour le vaccin, juste pour 1 million de personnes, c'est 230 millions de dollars. Quel est le pays en Afrique qui peut se permettre ça? Mais même, quel est le pays, on va dire un revenu intermédiaire qui peut se permettre d'acheter pour 1 million? 1 million n'a pas résolu le problème de vaccination. Mais si le prix est de 230, comment vous faites? Ça finit par baisser aux alentours de 110 à 140 $, mais même là, ça veut dire que vous vaccinez 1 million de personnes, vous payez 140 millions de dollars. Oui, vu comme ça, notre pays manque de ressources. Mais ça ne veut pas dire que notre système de santé doit être basé sur les ressources extérieures. Notre système de santé doit être basé sur nos propres ressources. Vous savez, quand le président de la République prend le pouvoir dans ce pays, on a un budget de 4 milliards de dollars. Comment vous faites avec 4 milliards de dollars de budget pour financer un système de santé? Vous savez, contrairement à la fonction publique, 1 500 000 fonctionnaires à peu près, contrairement au privé dans le secteur qui sont déjà formels, à peu près 600 000 habitants. Donc ça fait à peu près 2 millions de personnes, plus leurs dépendants, on va dire on tombe autour de 12 millions. Le secteur de la santé, lui, il s'occupe de 120 millions de personnes. Vous imaginez le budget dont on aurait besoin pour 120 millions. Donc c'est un secteur crucial où la coopération internationale ne peut pas être négligée. Vous avez apprécié ces montants, cet appui des Américains. Moi, j'ai fait le tour du pays dans des provinces. J'ai vu des centres de santé, des laboratoires en construction avec notamment la Banque mondiale ou même l'Union européenne. Quel est votre niveau de collaboration actuellement avec ces organisations? Quelle organisation? La Banque mondiale, mondiale. Ben, je peux vous répondre. Je ne peux pas répondre en général parce que ce sont des collaborations spécifiques. Si je prends la Banque mondiale, quand je suis arrivé, il y avait un programme qui s'appelait Programme multisectoriel de nutrition et de santé, PMNS. Donc si vous avez vu les centres de santé, vous voyez que sur tous ces centres de santé, au-dessus c'est écrit PMNS. Ce programme-là, c'était un programme seulement pour la nutrition. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ben non, la nutrition, là, il n'y a rien qui reste. Et ça, c'est mon expérience de la gestion de Ebola 2019. J'ai vu qu'on a mis beaucoup d'argent, 1,2 milliard de dollars pour soigner 3000 personnes, et rien n'est resté, même pas un laboratoire. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait ce programme, j'ai dit non, ce programme doit aider à ce qu'il y ait des traces. C'est ainsi que je pose la première pierre, d'ailleurs c'était au Sud Kivu, du temps où on avait encore le gouvernement Sama Lokonde, parce que moi ça fait 3 ans que je suis au gouvernement, hein, ça fait 3 ans exactement.
Et donc, je venais d'arriver, je suis parti, j'ai posé la première pierre pour que ce programme-là construise les centres de santé. C'est ainsi que nous venons de finaliser 240 centres de santé. Mais justement, monsieur le ministre, je vais vous poser la question à ce propos parce que un médecin m'a dit, le ministre Kamba a transformé les fonds de la nourriture en bâtiment. Voilà. Je crois que ce que je vois généralement, c'est que nous ne faisons pas d'efforts. Oui. Regardez, il y a beaucoup de centres comme ça. Oui. Vous avez transformé donc, vous dites, les gens disaient, bon, acheter la nourriture, les vitamines, tout ça, les compléments alimentaires. Vous dites non, construisez-moi les hôpitaux. Non. D'abord, la Banque mondiale, vous savez que la Banque mondiale ne fonctionne pas comme ça. On ne lui donne pas les ordres comme ça. J'ai dit que quand vous luttez contre la malnutrition, vous luttez contre la malnutrition quelque part. Oui. Vous ne luttez pas dehors. Vous luttez quelque part. Donc j'ai dit, OK, où sont les centres de santé où justement on va faire cette lutte contre la malnutrition? Construisons ces centres de santé. Ils ont accepté? Mais on en a construit 240. Qu'on a finalisé, hein, c'est finalisé, c'est équipé, c'est terminé. Ce n'est pas des choses qui vont venir. Je pense que dans votre... regardez d'ailleurs, ça, ce sont vos centres de santé. Voilà, vous avez transformé, là, je posais la première pierre. Vous avez transformé la nourriture en centre de santé. Non, ce n'est pas la nourriture. Le programme n'a pas été arrêté. Mais nous avons demandé à la Banque... Vous voyez, c'est écrit PMNS. Oui. Alors, ce sont ces centres de santé que nous avons construits 240 pour rapprocher les soins de la population. Mais maintenant, quand on va parler de réformes, vous allez voir que nous avons un projet maintenant qui s'appelle Village Santé. Autour de ces centres de santé, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la petite agriculture pour nourrir les gens qui sont malades, notamment les enfants, mais pour nourrir aussi l'école, les enfants qui sont à l'école. Mais aussi pour stimuler l'agriculture au niveau local. C'est ça le concept de village santé. Parce que juste acheter la nourriture et donner, et puis plus rien, c'est un programme qui n'a pas d'avenir. Or, de quoi on a besoin? On a besoin de centres de santé, on a besoin de projets qui créent de l'emploi, qui créent de l'activité physique et l'activité économique, et c'est ça que nous avons mis en place. J'aimerais qu'Ambroise me pose une question, si vous voulez, une ou deux, sur ses partenariats avec les Américains, parce que ça m'a l'air tellement important, tout le monde en parle, chacun dans son domaine. Ambroise. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, une question avec le MOU que vous avez signé avec les Américains. Est-ce que c'est un partenariat gagnant-gagnant où il n'y a qu'une seule partie qui gagne, pas une autre? Et si c'est gagnant-gagnant, quelle pourrait être la contrepartie congolaise pour l'autre partie? Très bien. D'abord, c'est gagnant-gagnant. Vous imaginez bien que Donald Trump... Les gens qui sont à la maison voient ce que vous avez signé. OK. Voilà. Oui. Voilà tout ça. Oui, j'ai signé. Lutte contre les grandes endémies, lutte contre la tuberculose, lutte contre... Tout ça, ce que faisait USAID autrefois. C'est dans le MOU. Alors, vous imaginez bien que le gouvernement américain ne signe pas un contrat perdant-perdant. Ça, c'est clair. Mais vous imaginez bien que la RDC, dans ce contrat, dans ce MOU, nous n'avons pas pris une dette. Ce n'est pas une dette. C'est pas une dette. Non. Les 900 millions, ce n'est pas une dette. Des dons. C'est un don américain. Ce n'est pas une dette. Ah, c'est un don. Oui, ce n'est pas une dette. Ce n'est pas de l'argent qu'on va rembourser. Non. Alors, si vous pensez que 900 millions en dons, la RDC ne gagne pas, je ne sais pas ce que la RDC pourrait gagner encore. Donc, cette année, dans notre système de santé, on va avoir 200 millions de dollars que nous n'allons pas rembourser. Les Américains, alors, quand je vous ai dit au départ que j'ai été invité au département d'État en septembre de l'année dernière, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, voilà, voici notre intérêt à nous, Américains. Premièrement, nous voulons que l'Amérique soit en sécurité. Mais la sécurité, c'est aussi la sécurité sanitaire. On ne veut pas que des épidémies de chez vous arrivent chez nous. Donc, il faut les combattre sur place. Donc, les Américains sont gagnants. C'est tout ce qu'eux gagnent, la sécurité sanitaire. Non, je n'ai pas fini. Je suis en train de continuer. Allez-y. Donc, premièrement, nous voulons que
l'Amérique soit en sécurité. Donc, nous voulons que vous puissiez lutter contre vos grandes endémies sur place. Et nous savons, nous Américains, que les Congolais ici sont en meilleure santé, beaucoup vont produire sur place et rester sur place. Donc nous gagnons dans la maîtrise des flux migratoires. Nous savons, nous Américains, que si nous avons un partenariat avec la RDC, au niveau économique, nous sommes gagnants parce que la RDC va, à un moment, considérer nos produits. Pas exclusivement, mais va considérer nos produits pour nos entreprises. Et donc, c'est là où ils disent... Donc, le premier point pour eux, c'est faites de l'Amérique plus sécuritaire, plus sûre. Le deuxième volet, c'est faites de l'Amérique plus prospère. C'est écrit dans le MOU. Et plus prospère pour eux, c'est que leurs entreprises, leur économie, en partenariat avec la RDC, se développent. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure que si jamais ils développent un médicament, c'est leur économie qui se développe. Et donc, si nous les aidons avec nos échantillons, eux aussi, ils se développent. Donc, c'est gagnant-gagnant pour eux. Les échantillons que vous n'avez pas encore livrés, hein, que vous gardez. J'ai expliqué le mécanisme, comment est-ce qu'on a signé. Parce que le MOU, je vous dis qu'il va entrer en vigueur maintenant dans 1 mois et demi à peu près, exact. Parce qu'on a 2 mois. Et donc, troisième chose qu'eux, ils ont demandé, c'est que, en étant partenaire, l'Amérique a un partenaire de plus, un partenaire stratégique. Donc, sur le plan diplomatique, ils gagnent. Donc, pour eux, 900 millions pour avoir ça, ce n'est pas trop cher payé. Mais pour nous, avoir 900 millions en dons, c'est beaucoup d'argent. Alors, je reviens à la formation dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez déploré le fait que la RDC ne compte que 1300 médecins spécialistes. Et puis, vous motivez la formation par ce faible chiffre. Est-ce que la spécialisation se fait par des formations de coups de main ou ça se passe à l'université, monsieur le ministre? Il y a plusieurs formations. Ce matin, je parlais avec quelqu'un, je disais, vous vous rappelez, dans notre pays, on avait des assistants médicaux qui faisaient beaucoup de choses, qui opéraient même. Nous avons même eu, dans ce pays, des professeurs qui nous ont enseigné la médecine, qui étaient au départ des assistants. Donc la formation, c'est plusieurs niveaux. Pour avoir un diplôme de spécialiste, c'est minimum 4 à 5 ans post-universitaire. Ça, c'est un diplôme de spécialiste. Mais si je dois stabiliser un patient, stabiliser quelqu'un qui tombe, en 2 jours, je peux former quelqu'un qui sait le faire. Donc il y a des formations courtes. D'ailleurs, vous allez voir, parmi les réformes, vous allez voir, le mois qui commence ici, on va lancer un concept nouveau, étoile bleue, les urgences préhospitalières. Quand vous tombez ici, si vous faites un malaise ici, qui est-ce que vous appelez? Si quelqu'un se blesse ici, qui est-ce que vous appelez? Mais justement, monsieur le ministre, ce système-là... Excusez-moi, monsieur le ministre, je vous coupe tout de suite parce qu'on m'a parlé de vos ambulances avec les Américains. Non, pas avec les Américains. Vous avez quel pays? Ça, c'est nous-mêmes. Vous avez acheté des ambulances? J'en ai acheté 65. On dit, le docteur Kama va créer les systèmes de SAMU à la congolaise avec les interventions. Oui. Mais, monsieur le ministre, on n'a pas d'hôpitaux pour faire des urgences de qualité. Mais vous me dites la même chose. Vos ambulances vont amener les malades où pour être pris en charge où? Mais vous me dites la même chose. Quand on a lancé la gratuité de la maternité, on m'a dit la même chose. On m'a dit, mais il n'y a pas d'hôpitaux, pourquoi vous lancez la gratuité? Vous savez qu'on a pris en charge 3 millions de mamans gratuitement. Vous savez qu'on a pris en charge 50 000 nouveau-nés malades gratuitement en 2 ans. Et donc, aujourd'hui, quand quelqu'un se blesse, il va où? Il va dans l'hôpital. Mais cet hôpital-là, il faut d'abord qu'il y arrive. Donc, au moins qu'on l'amène jusqu'à cet hôpital-là. Avec nos embouteillages ici, avec les routes. C'est pour cela que vous allez découvrir ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, donc je vais revenir à votre question. Ce qu'on a fait, c'est que c'est un système composé de 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont des motos. Si vous faites un malaise, là aujourd'hui, à partir de quand on lance, parce qu'on va lancer ça le mois prochain, donc ce mois-ci, à la fin de ce mois-ci d'avril, vous faites un malaise, vous appelez le numéro, 3 motos arrivent, avec 3 ambulanciers qui conduisent, avec un médecin, 2 infirmières. Donc une équipe de 6 personnes arrive. Rapide. Avec tout ce qu'il faut pour vous soigner sur place. Et avec une tente. Si jamais vous êtes dehors, on monte la tente, on vous soigne là. Le temps que
que l'auto, si vous devez être transporté à l'hôpital, le temps que l'auto arrive embouteillage ou pas embouteillage, au moins l'équipe de soins est déjà là. C'est pour cela qu'on a acheté 150 motos, 65 ambulances, et 150 motos, c'est pour faire 50 équipes de 3 motos. Et c'est Déjà disponible. Oui. Si vous voulez voir les ambulances, allez demain à l'hôpital cinquantenaire, elles sont là. Ok. Elles sont là, vous pouvez aller. Et donc, allez-y, monsieur le ministre. Donc, votre question, précisément, c'était sur... Non, c'était sur la formation. La formation. Maintenant, je disais qu'il y a des formations courtes. Parce que les gens qui vont vous soigner là, avec ce système qu'on met en place, je les ai envoyés au Maroc. 1 mois. Apprenez les premiers secours. Une première équipe est partie en décembre, elle est revenue. Une deuxième équipe est partie en janvier, elle est revenue. Une troisième équipe est en train de partir là maintenant pour avoir 200 médecins, infirmières, sages-femmes. Voilà, c'est Étoile Bleue, vous voyez, c'est ça, elles sont parties au Maroc. On les a formés. Donc il y a des formations courtes. Et nous allons continuer ici pour continuer à les mettre à jour. Ces formations courtes peuvent être faites. Mais il y a des formations moyennes. Il y a des diplômes universitaires de 2 ans qui sont là aussi. Et puis, il y a des formations complètes de 4 ans. Je reviens sur les infrastructures. Vous avez parlé de 240 établissements sanitaires construits dans quelques provinces. Pas oui. dans toutes. Sud Kivu, Kasaï, Kasaï central et le Kwilu. 4 provinces. Alors, est-ce un choix basé sur les urgences sanitaires ou sur la pression démographique ou encore sur l'insécurité? Alors, déjà, il faut savoir que là, ce sont des centres au niveau rural. Hein. C'est au niveau rural. Ce n'est pas des hôpitaux de ville. C'est des centres au niveau rural. Parce que vous savez que la majorité de nos problèmes de santé sont des problèmes qu'on peut résoudre au niveau des petits centres. 80% de nos problèmes de santé peuvent être résolus au niveau des petits centres. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de ces petits centres. Parce que la vaccination, les accouchements, les soins des infections, les soins de petite chirurgie, on n'a pas besoin de grands centres. Un pays a fait une erreur, le Gabon, a fait une erreur de construire que de grands hôpitaux universitaires. Et ils ont commencé à soigner la diarrhée dans les hôpitaux universitaires. Ils se sont rendus compte que c'est une bêtise. Et donc c'est pour cela que nous savons ça et nous adaptons la réponse. Au niveau le plus basique, c'est des petits centres de santé parce que la majorité des problèmes peuvent être résolus à ce niveau-là. On passe à un niveau secondaire avec des hôpitaux généraux et puis on passe à un niveau tertiaire. Donc il y a une graduation. Maintenant, le choix de ces 4 provinces était lié à la présence du programme de la Banque mondiale dans ces provinces. N'oubliez pas que de l'autre côté, il y a aussi le PDL 145 territoires. Ce dont je parle là, ce n'est pas le PDL, c'est le PNMNS dont je vous ai parlé. Maintenant, pour le PDL 145 territoires, M. Jean-Marie Kassamba, on a construit déjà 300 centres de santé sur les 720 à peu près qui étaient prévus. Les 300 centres de santé ont été construits, mais ils n'étaient pas équipés parce qu'ils n'étaient pas prévus. Parce que quand ils ont conçu le système, on n'avait pas encore prévu les équipements. Quand je suis arrivé, j'ai dit non, il faut équiper. Et là, j'ai acheté, c'est toujours l'argent du gouvernement, quand j'ai dit j'ai acheté, c'est parce qu'en tant que ministre, j'ai acheté des équipements pour 60 centres. Ces équipements sont à Matadi. Donc là, on va équiper déjà 60 centres dans le PDL. J'ai commandé encore d'autres pour 75 centres. Donc ça, ce n'est pas encore opérationnel? Non, les équipements sont à Matadi, je dis. Donc maintenant, on va les positionner dans 60 centres. Plus les 240 centres qu'on a construits avec le PNMNS. Donc cette année-ci, on va être à ces 300 qui sont déjà achetés, plus les 75 que j'ai encore commandés, mais ça va arriver dans 3 mois à peu près. Donc on va déjà opérationnaliser plus de 400 petits centres de santé dans la République. Monsieur le ministre, merci. Ambroise, vous allez continuer tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on parle des choses qui font mal. D'abord, il n'y a rien qui fait mal. D'abord, la couverture santé universelle. Oui. Beaucoup de médecins disent que le ministre est un très bon technicien. Quand il vous parle, vous êtes rassuré. On sent que c'est un médecin qui rassure. Mais sur les terrains, et pour la maternité gratuite,
et pour même la couverture santé universelle, ça fait 8 mois que les gens sont payés. Oui. 8 mois. Oui. 2, ils disent, les gens du terrain qui exécutent les réformes du ministre, mais ils ne sont pas formés. Et puis les budgets de la santé est en diminution. Oui. Comment les ambitions de Félix Tshisekedi, les ambitions du ministre Kamba vont se concrétiser avec ces incohérences? Bon, je pense d'abord qu'il y a de la mauvaise foi. Dans le chef de qui? Dans la question. Ah non, c'est eux, le médecin, les gens du terrain. Je ne sais pas. Oui, mais je réponds. Je vous en prie. 60 ans. On n'a pas construit un seul hôpital. 60 ans. On n'a pas construit un seul hôpital public en 60 ans. Depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, on a construit combien d'hôpitaux? Oui, vous avez parlé des 140, mais l'IPDL aussi, taux d'exécution 35%. Depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, on a construit combien? Parce qu'en 60 ans, vous n'avez pas construit. Mais là, vous avez vu Sendoué à Lubumbashi, comment ça a été réhabilité? Vous avez vu la Mouya en Mbujimaï? Vous avez vu le CHTT à Lubumbashi? Vous avez vu Renaissance ici? À Kinshasa. À Kinshasa? Allez voir, et je vous invite en tant que journaliste d'aller visiter cinquantenaire qu'on a récupéré en seulement 3 mois. Je vous invite, je ne veux pas faire de commentaires, je vous invite d'aller voir, peut-être après, rappelez-moi. Mais on dit que vous avez modernisé, vous avez construit, mais ça coûte plus cher. Où est-ce que vous soignez les Congolais pauvres? Non mais, à la Renaissance, par exemple, ici à Kinshasa, les consultations, les traitements, ça coûte plus cher que les cliniques privées. Jean-Marie Gassamba, j'ai donné instruction. Cinquantenaire, vous pouvez vérifier. J'ai donné instruction que le scanner, l'examen du scanner de base, ne doit pas dépasser $80. 80 $ scanner. C'est 200. Oui, mais je viens de vous dire. Pour vous montrer que ce n'est pas pour les riches qu'on fait. Moi, je ne fais pas pour les riches. Les petits centres ici, où je dis qu'on règle le maximum de problèmes, ce n'est pas pour les riches. CHTT à Lubumbashi, ce n'est pas pour les riches. La Mouya en Mbujimaï, ce n'est pas pour les riches. Sendoué à Lubumbashi, ce n'est pas pour les riches. Renaissance, ce n'est pas pour les riches. Moi, je ne fais pas des hôpitaux privés. Les hôpitaux que je fais, c'est les hôpitaux pour le public. C'est les hôpitaux publics. Ce n'est pas pour les riches. Ce n'est pas pour les riches. Est-ce que les médecins, les gestionnaires vous respectent ou obtempèrent à ces injonctions? Attendez d'abord. Donc, quand les gens qui disent qu'il y a une incohérence entre les ambitions et l'argent, ils peuvent vérifier quand même qu'on a construit ces hôpitaux dont je parle. Ils peuvent vérifier quand même que les centres de santé existent. Ce n'est pas suffisant. Il y a encore des centres de santé de très mauvaise qualité. Mais c'est ça qu'on a trouvé. Et c'est ça qu'on est en train de changer. Ne venez pas montrer un centre de santé en disant « Regardez ce centre de santé, comment il est ». Mais c'est ça qu'on a trouvé. Vous savez que avant de lancer la gratuité de la maternité, on a équipé 2000 maternités. 2000 maternités? Oui, les lits, ça c'est pas réhabilité, équipé. Je n'ai pas dit équipé, pour que les gens comprennent. Quand vous ramenez les lits, vous ramenez les moyens. Attendez, j'étais au Bandundu la semaine passée. J'aimerais bien que vous voyez les images de la maternité de l'hôpital de Bandundu. J'espère que votre régie peut montrer ces images-là. Oui. Et vous allez voir, ne fût-ce que la qualité des draps de ces mamans dans le Bandundu. Parce que si je dis Kinshasa, vous allez dire non, Kinshasa. C'est le Bandundu dont je parle. Qu'on vous montre. Et si vous... Celui qui a des doutes... Ben, on est là, on est là. Et c'est ça qu'on a trouvé. Après 60 ans. Et donc, quand on trouve ça, on commence à corriger, on va retrouver une image comme ça, dire, voilà, il veut faire la gratuité, mais regardez les centres. Mais c'est ça qu'on a trouvé, qu'on est en train de changer. Les 240 qu'on a construits, ça n'a rien à voir avec ça. C'est moderne. Monsieur le ministre, lorsque vous trouvez des centres comme ça, et que les mamans qui vont pour accoucher, vous ne prenez plus en charge ces maternités, c'est que vous ne faites pas bonne œuvre. Hein? Non, mais on est en train de les abandonner, de construire de nouveau.
J'ai dit Non, bien mais ça, c'est ce qu'on a je trouvé. vous avais reçu sur la fois passée, vous m'avez parlé de la prise en charge, notamment des maternités gratuites. Oui. Mais on dit que ça fait déjà plusieurs mois, vous ne donnez plus l'argent aux... Ok. D'abord, est-ce qu'on a fini pour, Oui, on a pour fini. les infrastructures? on a fini, Très bien. on a fini. Maintenant, pour la Pourquoi vous ne donnez maternité. plus pour la gratuité de la maternité? Alors, d'abord, première chose, est-ce que quelqu'un peut penser que c'est normal de faire payer une maman qui accouche? Non, logiquement non. Ah. C'est pour ça que les gens avaient applaudi. C'est pour cela que, dans cette ville de Kinshasa, vous vous rappelez bien que les femmes étaient retenues Oui. à l'hôpital. Oui. Est-ce que dans cette ville de Kinshasa, vous connaissez encore un endroit où les femmes sont retenues? On va faire des enquêtes. Hein. Faites des enquêtes. On va faire des enquêtes. Donc, on a résolu ce problème. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore assez. Mais si on ne résout pas ça, je pense qu'en tant que nation, on n'a pas encore fait l'essentiel. On ne doit pas permettre à nos mamans, on ne doit pas obliger nos mamans de payer quand on sait qu'elles sont des personnes fragiles. Pour la gratuité de la maternité, j'insiste, et le président de la République l'a dit de toutes les façons, on ne revient pas en arrière. On revient pas. Est-ce qu'on ne peut pas revenir? On dit l'argent de la Banque mondiale était fini, vous-même, on n'avait plus d'argent, tout s'est arrêté, on revient à la case départ. Non, parce que quand on n'a pas encore parlé de toutes les réformes. Parce qu'il y a les réformes financières aussi. Que Oui, c'est prévu. Pour vous montrer qu'on ne va pas revenir en arrière. Et nous avons pris des dispositions pour ne pas revenir en arrière. Pourquoi est-ce qu'on a eu des difficultés à plusieurs reprises pour payer? Oui. Vous vous rappelez quand même que c'est payé avec le trésor public. Vous vous rappelez quand même que l'année dernière, on a malheureusement amené beaucoup d'argent dans un secteur qui n'était pas prévu. La guerre. La guerre. Oui, oui. Et moi, je me bats tous les jours avec le ministre des Finances, que je comprends. Je me bats tous les jours avec lui pour mettre de l'argent dans le secteur de la santé. Pas plus tard que le 13 mars. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril, le 3 2 avril. Le 13 mars, nous avons mis de l'argent dans tous ces hôpitaux de la gratuité. Non, monsieur le ministre, King Cole, qu'on vient de vivre. Kinkole a D'abord, reçu. j'aimerais Kinkole bien- a reçu. J'aimerais bien que... Kinkole a reçu. J'aimerais que vous nous répondiez le plus clairement. Le monde vous écoute. Kinkole a reçu. Oui, je vois c'est quoi ce document-là? Ça, c'est les médicaments que Kinkole a reçus. Ça, c'est King Cole, ça. Mais vous voyez bien, c'est écrit. Mais on dit que ce qu'on a vécu à King Cole, Monsieur c'est Jean-Marie parce que vous Kassamba. n'avez pas donné les moyens. Lisez la première ligne. La ligne où c'est écrit 39. Oui. C'est écrit lidocaïne. Lidocaïne. injectable. Les médicaments, quand même. Hein? Lidocaïne, c'est le produit anesthésique. Kinkole a reçu ça le 10 février. Regardez la date, c'est en haut là, à droite. Le 10 Oui. février 2026. C'est-à-dire qu'il y a un mois et demi. Ils ont reçu 300. Mais on dit que ce médecin qui voulait neutraliser cette malade n'avait pas de quoi l'anesthésier. Ça, c'est Kinkole. Et ce sont les conditions, la traduction justement de manque de l'incohérence de la prise en charge, C'est pour ça de quantité que d'enseignement. je trouve toujours Et que... ces médecins méritent la clémence et la Ah, il reconnaissance. mérite la clémence. Oui. En tout cas, s'il manquait la lidocaïne, il faut que l'hôpital nous explique les 300 viales qu'ils ont reçues un mois plus tôt, ce qu'ils en ont fait. Ça, c'est la lidocaïne. C'est le produit anesthésique. Ils ont reçu. Et bien sûr, vous voyez tout ce qu'ils ont reçu. Il y en a beaucoup. Hein. Dans le cadre de la gratuité. Et ça, c'est le 10 février. Je ne savais pas que je viendrais chez vous aujourd'hui. Dites-nous, monsieur le ministre, Oui. quand même, ce médecin, c'est un héros. Pour qui? Non seulement il a sauvé cette dame qui faisait l'hémorragie après l'accouchement compliqué. Ensuite, c'est une des méthodes pour quand même administrer les soins. Et aujourd'hui, vous les clouez pilori. Vous-même, vous êtes médecin, vous devez être solidaire avec ces médecins. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Sinamed dit, nous sommes victimes du système qui ne nous prend pas en charge. Monsieur Et Jean- ces médecins méritent des éloges. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce que Là, vous je ne dites? veux pas parler en tant que ministre. Je veux parler en tant que médecin. Oui, oui, allez-y. Un médecin qui est passé mon temps aux urgences, c'est-à-dire à faire des gardes, à courir pour aller au bloc opératoire pour les mamans qui accouchent. C'est mon travail, c'est ça ma base. Parce que parfois, les gens ont l'impression qu'on est dans nos bureaux, on ne sait pas ce qui se passe. Oui. J'ai passé toute ma vie, 30 ans, à courir au moins 1 ou 2 fois par semaine parce que j'étais de garde. 1 ou 2 fois par semaine. Alors si vous calculez en 30 ans, vous allez voir le nombre de gardes que j'ai faites. OK. Au-delà de ma vie à courir, j'ai passé du temps à l'université, comme tous nos médecins ici. J'aimerais bien savoir
quel est le seul cours qu'on apprend à l'école de médecine où on vous dit, si jamais vous n'arrivez pas, vous pouvez taper? Non, mais quelqu'un qui est Je pose la ingérable. question. Je pose ingérable. La première chose qu'on nous apprend en première année de médecine, primo non nocere. D'abord, n'aggravez pas la situation. Ne faites pas mal. Vous qui venez pour soigner là, primo non nocere. N'aggravez pas la situation. Ne faites pas mal. Si moi, médecin, en tapant, je blesse. Si moi, médecin, je donne un coup à quelqu'un qui est malade, parce que je veux le soigner, donc il est malade. Oui, oui. Donc moi, j'ai le droit de taper quelqu'un. Il a tapé ou il voulait neutraliser? Enfin, Vous avez vu la vidéo? un peu, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Beaucoup de gens ne sont pas arrivés jusqu'au bout. L'ordre des médecins, dans ses prérogatives, et c'est écrit, il a le rôle, entre autres choses, d'assurer la sécurité du malade, OK? de s'assurer que le médecin qui est là devant va assurer la sécurité du malade. Ok, prenons que cette dame refuse les soins, parce que c'est normal. Oui, je sais qu'il y a eu Quelqu'un le peut médecin. refuser les soins. Oui, Moi, j'ai eu la chance de travailler dans un service d'hématologie, c'est-à-dire la maladie du sang, Oui. où on avait beaucoup de gens qui avaient des cancers, notamment le cancer du sang. On devait transfuser beaucoup. Et parfois, vous ne transfusez pas, le malade meurt. Sauf que le malade est témoin de Jéhovah. Ah oui, qui refuse la consommation du sang. Je fais quoi? Ben, vous l'obligez. Je tape? Non, vous ne tapez pas. Vous les Mais conscientisez. si je ne le fais pas, il va mourir. Donc, pour le sauver, il faut que... Non, vous sacrifiez ce médecin. Je ne sacrifie pas le médecin, j'explique les gestes médicaux. Le médecin est là pour soigner, pour aider, pour protéger. C'est ça le rôle du médecin. Mais quand c'est Maintenant, dit, il mais- ne faut pas céder à la clameur Je publique, sais pas ce- je sais aux pas. réseaux sociaux. Moi, Il ne faut pas sacrifier ce médecin. Je vous ai dit que je Il parle travaille pas... dans des conditions difficiles. Oui, mais... Alors imaginez, vous êtes en brousse, médecin tout seul, conditions très très difficiles. Vous allez taper parce que les conditions sont difficiles? Vous êtes en brousse tout seul, médecin. Vous êtes en face d'un malade qui refuse les soins. Vous dites que les conditions sont très difficiles, donc je peux taper? De quoi avait besoin cette personne? Je parle de la malade. Elle avait besoin qu'on la suture, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Une personne peut refuser d'être suturée parce qu'elle a peur, tout simplement. Ça peut arriver. J'ai peur, donc je ne veux pas qu'on me touche. Et parfois, je deviens même complètement agité. Une personne peut refuser parce que j'ai mal, parce que ça me fait mal. Une personne peut refuser parce que son cerveau ne va pas bien. Est-ce que vous savez qu'après l'accouchement, une maman peut développer une maladie qu'on appelle une psychose? Oui, la psychose. Donc c'est une maladie mentale. Ça, vous ne le savez pas très bien. Là, sur le champ, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, cette personne refuse les soins. D'abord, une femme qui vient d'accoucher, vous pensez qu'elle est forte? Non. Elle est faible. Une femme qui saigne, vous pensez qu'elle est forte? Non. Mais c'était quoi l'alternative? L'alternative, Les médecins vous écoutent. l'alternative, c'était immobiliser. Cette dame avait besoin qu'on l'immobilise pour la suturer. Moi, j'ai vu des cas. D'abord, en tant que pédiatre, en réanimation, même combien d'enfants que nous recevons, on court derrière pour qu'ils prennent une piqûre. Oui. Moi, mes propres enfants, ils refusent hein, souvent. Hein. Et je Est-ce les immobilise. que vous les tapez? Non, j'immobilise. Vous immobilisez. Avec la force, oui. Donc, vous appelez les aides-soignants, vous appelez les collègues, vous dites immobilisez cette femme. On l'immobilise. Elle est fragile, elle vient d'accoucher, elle ne peut pas courir. Elle ne peut pas se débattre. Est-ce que ce médecin mérite qu'il soit radié 20 ans de prison, tout ça? Moi, je dis... Mais ça sera jurisprudence pour les autres. Ils vont même pas oser prendre des pourquoi? initiatives. Non, mais est-ce qu'on demande à un médecin de prendre l'initiative de taper? On te demande, nous avons l'obligation de moyens, pas l'obligation de résultats. C'est ça, le médecin. Il doit faire tout ce qu'il doit faire,
Mais il ne garantit pas le résultat parce que c'est Dieu qui garantit le résultat. Mais nous, on doit faire tout ce qu'on doit faire. Et là, je parle en tant que médecin ayant fait des années et des années en situation d'urgence. Alors maintenant, l'État dit quoi? Le ministre, le patron, il est là, tu ne faut pas poser sa question. Il dit quoi dans les cas de ces médecins? Le ministre dit... Il y a eu le procès et tout ça. Maintenant, le ministre dit oui. que le rôle du médecin, c'est de protéger le malade. Maintenant, les procédures, ce n'est pas moi qui les fais, c'est l'ordre des médecins, c'est la justice. Mais le ministre dit, le rôle du médecin, c'est de protéger le malade, c'est de soigner le malade. Et dans les cas d'espèce? Dans le cas d'espèce, la dame a été... les coups, je ne peux pas accepter qu'on tape un malade. Il faudra qu'un médecin vienne me dire, nous avons étudié ça dans tel cours, que de temps en temps, on peut taper. Et moi, je peux dire, j'ai réanimé les nouveau-nés. On ne tape pas un malade. On ne tape pas un malade. Merci. Aussi simple que ça. Merci. Qui souhaite tu Koufoué? Monsieur le ministre, je reviens sur les cas de ces médecins, docteur David, de Kinkole. Tout de suite, vous avez donné l'ordre, vous avez demandé à l'ordre des médecins d'éradier ces docteurs et que jusqu'à la fin de sa vie, il ne peut plus toucher un malade en RDC. Est-ce que vous avez les pouvoirs de formuler une telle demande à l'ordre des médecins? C'était pas radical comme mesure? D'abord, vous dites bien que j'ai demandé. Donc je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que je n'ai pas le pouvoir. J'ai demandé à ceux qui ont le pouvoir. C'est pour ça que je dis les procédures doivent être faites. Mais je dis ceci. La violence ne relève pas de la médecine. Et je n'ai pas dit ça juste comme ça par émotion. Je dis bien le fruit de cette expérience des années et des années. Alors imaginons les malades qui sont en psychiatrie, qui sont violents, qui refusent les soins. Vous imaginez que taper peut être un mode de gestion? Parce que là, cette dame n'était pas violente, elle refusait. Mais il y a des malades violents qu'on met parfois dans des camisoles, on les immobilise. Parce que imaginez juste que vous avez en face de vous un malade qui a perdu la tête, qui devient même violent. Vous, médecin, vous allez taper? Et maintenant que l'ordre des médecins a dit non, il n'est pas question, vous allez revenir sur votre vœu? D'abord, l'ordre des médecins... Non, d'abord, il y a des procédures qui sont en cours. Je ne vais pas interférer dans les procédures. Hein. Sincèrement, je respecte trop les institutions pour intervenir dans les procédures. Je vous donne mon point de vue. En tant qu'employeur de ce médecin. Parce que, bien sûr, parce qu'il est employé par la fonction publique. Il est employé par l'État. Quand on finit les études de médecine, on a deux choix. Comme quand on finit les études de droit. Comme quand on finit des études d'ingénieur. Toutes les études, vous avez le choix de vous installer en privé ou d'être en public. En public, c'est l'employeur, qui est l'État, qui vous prend en charge. Mais vous pouvez aussi exercer en public, en privé. Moi, employeur, j'ai dit, non. L'ordre des médecins, c'est écrit, a le devoir de s'assurer de la sécurité des malades. Nous avons le devoir de nous assurer de la sécurité. Pas syndicat sécurité. des médecins pour leurs conditions de vie, leurs conditions de Non, travail. c'est les syndicats. Les syndicats, c'est autre chose. Les syndicats, nous nous entendons pour protéger nos intérêts. Ça, c'est les L'éthique syndicats. et la déontologie professionnelle aussi des médecins. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les syndicats, ils font pas n'importe quoi. Ils ont leur organisation, ils ont leurs normes et tout ça. Mais je parle de l'ordre de médecins qui est cette instance qui vous reconnaît le droit d'exercer la médecine. L'université vous forme et l'ordre de médecins vous reconnaît le droit d'exercer. Mais il vous reconnaît ce droit en disant ceci. D'abord, je vais vous protéger, vous, dans votre fonction, vos droits, tout ce que vous voulez. Mais je protège aussi le patient. Parce que, imaginez par exemple qu'on a un mauvais médicament. Je prends un exemple complètement différent. Nous avons le devoir de dire ce médicament, on ne le donne pas. Parce que nous devons protéger aussi le patient. Mais
si nous avons parmi nous, dans notre ordre, dans notre organisation, quelqu'un qui fait du mal à notre organisation, parce que le médecin, c'est quelqu'un que l'on doit respecter, que l'on doit honorer. Et donc le médecin lui-même doit protéger son ordre des personnes qui peuvent entacher son ordre. Il ne faut pas dire, dès lors que tu es dans l'ordre, même si tu fais n'importe quoi, on te garde parce que tu es dans l'ordre. Non. Le médecin, son rôle, c'est de soigner et d'apporter assistance. L'ordre, son rôle, c'est de s'assurer qu'on a des médecins formés de manière compétente qui répondent aux besoins de la population. Il y a une espèce de déploiement de mesures, monsieur le ministre. Pourquoi? Ces cas, on a vu les officiels, la première dame a tué. Dans la foulée, vous avez pris parole pour condamner ces médecins. Mais il y a une dame, médecin de son état, qui a été enlevée et puis retrouvée morte. Non, mais on n'a pas il senti faut la pas... même clameur, on n'a pas senti non, non, le mais même engagement, non, le mais même il faut pas engouement. confondre. Non, mais il faut On pas sent tout que- confondre. Il faut pas tout confondre. Est-ce que tout ceci est politisé, monsieur le ministre? Non, mais il ne faut pas tout confondre. Si demain, il y a un chauffeur de taxi qui roule mal et puis qui renverse quelqu'un, est-ce qu'on va dire, bon ben, voilà, pourquoi est-ce que maintenant on a tué quelqu'un là-bas, pourquoi celui-là, on n'a rien... Là, nous parlons dans l'exercice de sa fonction, quelqu'un qui pose un acte. Nous avons des problèmes de sécurité dans notre pays où, effectivement, malheureusement, les médecins sont victimes. Où nous avons, malheureusement, d'autres citoyens qui sont victimes. Mais on ne va pas maintenant commencer à confondre en disant on a tué un médecin, donc c'est 2 poids 2 mesures. Mais si on avait tué un autre professionnel, est-ce que ça a rapport avec ça? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des problèmes d'insécurité au niveau de la société. Ça n'a rien à voir avec l'exercice de la fonction. Là, nous parlons dans le cadre de l'exercice. C'est-à-dire, quel est mon rôle? Mon rôle, c'est d'apporter assistance. Quel est mon rôle? Mon rôle, c'est de protéger le malade. Quel est mon rôle? Mon rôle, c'est de soigner le malade. Maintenant, si mon rôle devient d'aggraver la situation du malade par les actions que je pose, là, c'est ça que nous sommes en train de condamner. Nous ne condamnons pas. Ce médecin, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas dire que, voilà, je m'attaque aux faits. On ne tape Peut-être pas quelque un chose malade. aussi. Oui, allez-y, oui. Vous avez parlé des réformes, c'est bien. Les hôpitaux sont en train d'être construits, les centres de santé. Il y a des partenaires comme les Américains, il y a la Banque mondiale qui vous soutient aussi. Mais le médecin, même s'ils sont pour la plupart généralistes, sont toujours en grève, monsieur le ministre. Non, ils ne sont Vous pas allez toujours en travailler grève. avec qui? Parce que Non, ils ne sont pas toujours en grève. ces Pourquoi vous dites médecins ça? se plaignent. Beaucoup même ont des matricules, Oui, parfois oui, oui. presque sans salaire. Oui. On ne sent pas cet engagement. Non, mais c'est pour, parce que vous pour avez pouvoir tort. aider ces, C'est parce que vous avez tort. Hier, avant-hier, j'ai reçu, moi, le SINAMED Oui. de la ville de Kinshasa. Je les ai reçus avant-hier. Pour Ils parler sont contents de vous? Comment? Sinomed, content de vous? Mais ce n'est pas une question d'être content. Mais ou vous pas. êtes l'employeur, enfin, vous êtes celui qui Mais je emploie vais le vous plus de répondre. médecins. Je vais vous répondre. Oui. Vous savez, encore une fois, je répète, nous pouvons avoir des réponses, on va dire, de plâtrage. Faire semblant, tiens, on a donné un peu d'argent à celui-ci, tiens, on a aligné celui-ci. Mais quand vous trouvez un problème général, regardez quelles sont les fondations que vous avez, quelles sont les bases que vous avez. Moi, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai dit, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait 2 faiblesses majeures dans notre système. La première faiblesse, c'est le fait que le revenu du médecin dépend du trésor public. Dès lors que votre salaire dépend du trésor public, s'il y a une faiblesse au niveau du trésor public, et par exemple l'année passée on a eu beaucoup d'argent parti à la guerre, donc les revenus du trésor public ont baissé, on voit des problèmes survenir. Ça, je l'ai constaté, mais dès le départ. C'est pour ça que dans notre plan de la couverture santé universelle, dans lequel nous avons mis déjà le changement de la loi, et dans la loi, nous avons mis des financements complémentaires. Votre taxe. Nous avons mis des financements complémentaires pour résoudre ce problème. Parce que, je vous assure, nos médecins sont très compétents. Nos médecins sont très dévoués. Sauf que notre système global ne permet pas à ces médecins de vivre correctement. C'est pour cela. Et pourquoi? Parce que, vous savez, ce n'est pas le ministère de la Santé qui paye, hein, vous savez ça. C'est l'autorité budgétaire, c'est le Parlement.
Ensuite, il y a le ministre du Budget. Ensuite, il y a le ministre des Finances. Ce n'est pas le ministre de Santé qui paye. Mais moi, j'emploie les gens. Et puis, je dis, voilà, j'ai besoin de ces gens. Est-ce que vous pouvez les payer? Voilà comment ça marche. Maintenant, moi, quand j'emploie un médecin, il faut que je m'assure que le ministre du Budget, le ministre des Finances vont payer. Mais quel est l'impact de votre taxe? Mais attendez. Oui, parce qu'il faut qu'on ait ça. Parce que Oui, mais depuis je vais vous quelques temps que je expliquer. vais installer, les gens disent ah, docteur Kamafa, le ministre nous a trouvé une source de financement. J'ai trouvé, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai reçu les Sinamed avant-hier, Oui. qui sont venus me voir justement par rapport à ça. Nous venons de commencer, vous savez, pour mettre en place une taxe, c'est un peu compliqué, mais on l'a fait, c'est terminé. On a commencé le prélèvement le 18 mars. C'est là maintenant, l'argent pour la taxe commence à rentrer. Cette taxe a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'améliorer les équipements. Si vous voulez acheter un scanner, vous devez avoir l'argent. Vous devez acheter les laboratoires, vous devez avoir l'argent. Et réhabiliter les installations. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer la qualité du médicament. Parce que si vous avez des mauvais médicaments, même si vous avez bien travaillé en amont, même si vous avez bien fait votre diagnostic, mais si vous donnez un mauvais médicament, le problème n'est pas réglé. Et troisième objectif, les ressources humaines. Apporter de l'argent pour les ressources humaines. C'est pour ça que je me suis battu. Non, pour les médecins, pour payer. C'est pour ça que je me suis battu pour cette taxe. Ça fait 2 ans qu'on s'est battu, le temps que ça passe toutes les étapes, que ça arrive finalement au décret de la Première ministre, qu'on passe encore les étapes avec les ministres des Finances, avec la DGDA, pour mettre... On a commencé à prélever le 18 mars. Donc ça fait à peine 2 semaines que la taxe... Vous escomptez combien en termes de pourcentage? Combien on pense avoir? Oui. Le minimum prévu avec... le minimum, les projections qui sont faites par la DGDA, cette taxe amènerait minimum 150 millions de dollars par an. Qui la paye, cette taxe? Non, on prélève 2% sur tous les produits importés. Donc quand vous achèterez des chaussures, sachez que vous allez payer 2% à la santé. Quand vous achèterez votre beau costume... Est-ce que vous allez bien le gérer, cet argent? Non, mais ça, c'est Parce encore que autre souvent, chose. vous prélevez et puis on va dire, vous allez acheter des... Enfin, je m'étais... C'est souvent l'argent prend d'autres directions, mais c'est le ministre qui ne sont pas corrects. Bon, moi, j'aimerais bien, parce qu'on doit terminer cette émission, qu'on parle un petit peu des impacts. L'impact sur tout ce que vous venez de dire sur les populations. OK. Il y a 2 médecins qui m'ont appelé. On a passé 35 minutes au téléphone. Ils disent, nous voyons que vous allez recevoir le ministre, demandez-lui les indicateurs Alors là, je vais vous en de donner, santé. je vais vous en donner 2. Taux de mortalité. Très taux. Ils m'ont parlé des taux. Tous ces indicateurs sont au rouge. Mais ils étaient au noir même d'ailleurs. Quand nous sommes arrivés, ils étaient au noir. En fait, ce qui est marrant, c'est que les gens ne se rendent pas compte que, heureusement que ce diagnostic est fait, que les indicateurs étaient au noir même. Maintenant, il y en a qui sont au rouge. Mais ils étaient déjà comme ça. Je vous donne un indicateur que je répète tout le temps dans mes discours. L'espérance de vie des Congolais est la plus basse en Afrique. Ah bon? Oui. Le Congolais a une espérance de vie de 3 ans inférieure à la moyenne africaine. Voilà ce que nous avons trouvé. Mais pourquoi on avait ça? Je prends les mamans qui accouchent. Quand vous faites payer ces mamans, elles ne viennent pas à l'hôpital. La majorité se débrouille d'abord et puis elles arrivent vraiment quand c'est trop tard. Oui. Mais je vous donne un indicateur et vous pouvez vérifier. L'hôpital de Bandundu, je prends un petit hôpital. Oui, votre hôpital Je prends un exemple. en mauvais état avec des lits Non, moyenâgeux. de Bandundu, la maternité dont je viens de vous parler qui est très belle. Oui. Avant la gratuité de la maternité, cet hôpital recevait 75 mamans, faisait accoucher 75 mamans par mois. Vous êtes journaliste, appelez le médecin directeur. Posez-lui la question. Combien vous faites maintenant d'accouchements par mois? Il va vous donner la réponse qu'il m'a donnée. 150. Oh. Ils ont doublé. Pourquoi? Parce que les mamans savent maintenant qu'elles peuvent venir. C'est un indicateur capital. Que les gens commencent à venir vers les centres de santé, c'est capital. Parce qu'au moins, ils vont trouver des réponses. Partielles, totales, mais ils vont trouver des réponses. Si vous ne faites pas ça, restez à la maison. Donc, le premier indicateur, c'est la fréquentation. D'ailleurs, si on prend le cas de Kinkole, comme si on prend tous les cas de tous les centres de santé qui font la gratuité, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, maintenant on a beaucoup de patientes.
C'était ça le but de rechercher, que les patients commencent à venir au lieu de rester à la maison. Donc c'est un indicateur très important, le taux de fréquentation qui a augmenté. Mortalité infantile. Maintenant, je prends le nombre de mamans que nous avons prises en charge. 3 millions de mamans en 2 ans, gratuitement. 3 millions de mamans qui sont venues. Quel est l'impact de ça? Je prends la ville-province de Kinshasa, où on voit que la mortalité infantile, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'école de santé publique. Comme ça, au moins, on ne va pas dire le ministre a sorti des chiffres comme ça de sa tête. On commence à voir une diminution d'1,5 à 2 points le taux de mortalité néonatale dans les structures où on fait la gratuité de la maternité. Alors, si vous me dites, on ne doit pas faire ça, ça veut dire que, OK, on laisse les mamans comme elles étaient avant, ne venant pas, ou venant vraiment trop tard, et les bébés mourir comme ils mouraient avant. Donc, on voit sur l'indicateur global, cette fois-ci, l'espérance de vie, vous pouvez le vérifier, la RDC a pris 1 point, 1 an à 1 an et demi. On a gagné 1 an. On commence à gagner 1 an. Notre but, et c'est écrit dans notre plan de santé, Oui. notre but, c'est que le Congolais gagne 20 ans en 10 ans. 20 ans Oui, bien sûr. d'espérance de vie. Bien sûr. C'est possible à faire Mais ça? bien sûr. En Le Malawi Afrique? l'a fait. Le Malawi l'a fait. Au Malawi, on est passé de 40 ans à 61 ans d'espérance de vie. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, il faut que les gens comprennent. Quand on construit les bases, c'est vrai que ça ne se voit pas. Les gens sont pressés. Mais on devrait avoir plein de centres partout, plein d'hôpitaux partout déjà. Non. On vient de très, 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 très loin. Vous voyez tous ces centres de santé que vous montrez dans les films. Vous êtes parti dans un village, vous avez vu une fois, Oui, oui. vous avez montré un centre de santé. Si. C'est ça À que nous Chideng, avons là-bas. trouvé. Oui. Mais c'est ça que Même nous avons trouvé. en Panda, dans mon village, là-bas, j'ai vu ça. Mais c'est ça que nous avons Où il n'y trouvé. avait rien. Où il n'y avait rien. Mais maintenant, quand vous avez 240 centres de santé, vous dites, ben non, c'est pas assez. Mais non, c'est pas assez. Ma stratégie à moi, c'est qu'on atteigne 1000 centres de santé dans les dans les milieux ruraux. Et vous voyez que nous sommes déjà à 60 PDL. Si on finit PDL, on est à 700 quelque chose. Le PMNS, on est à 240. On va continuer la construction. Donc, on va atteindre ça. Sauf que maintenant, il faut aussi résoudre le problème du personnel. Oui. Premièrement, il faut les payer. C'est la pour question cela que que la j'allais vous taxe. poser. Oui. C'est pour cela que je Votre me suis taxe, battu. ça va aller jusqu'à la base, ça va Mais rester bien dans les sûr. grandes villes. Mais bien sûr. Mais on n'a pas fait que la taxe. On a fait aussi l'assurance maladie obligatoire, qui, elle, va commencer, je pense, on va commencer à prélever probablement le mois prochain, parce que j'ai écrit à la Première ministre, parce qu'il reste 4 documents à finaliser. Et ça aussi, ça va commencer. Et CNSS, vous allez laisser la CNSS augmenter ses capacités? Non, mais CNSS, c'est... Pour tous ceux qui travaillent. Oui. Non, mais on fait beaucoup C'est mieux notre que ça. sécurité sociale. Mais il y a 600 000 personnes seulement à la CNSS. Oui. Mais nous, on veut couvrir le maximum de Congolais. Donc, c'est pas, la CNSS, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que, premièrement, on a construit les bases. Quand on construit les bases, les gens ne voient pas beaucoup, ils s'énervent et tout ça. Mais deuxièmement, on a déjà des résultats. Quand vous prenez 3 millions de mamans en charge, vous croyez vraiment qu'en 2 ans, c'est On rien? a compris les chiffres de 3 millions, ça marque les gens. Oui, Ambroise, mais c'est on important. termine. Non, mais 3 Vous demandez, millions, ça fait vous demandez beaucoup. l'impact. Mais ça on vous fait donne beaucoup, l'impact. ça fait beaucoup 3 millions. Oui, ça fait beaucoup. Oui, Ambroise. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure des indicateurs. Ce sont vos indicateurs à vous et ceux qui vous sont transmis par des médecins. Mais Pas quel est seulement l'indicateur? nous. Quel est Pas- l'indicateur? Attendez, ne dites pas ça parce que la phrase n'est pas correcte. Ce n'est pas nous qui faisons les indicateurs. L'OMS, les organismes lisent les indicateurs. Ce n'est pas vos indicateurs à vous. Oui, C'est- mais bon, vous êtes ministre de la Santé, c'est pourquoi je parle de vous. Oui. Alors, quel est l'indicateur que vous pouvez donner aux Congolais Oui. pour qu'eux-mêmes mesurent l'amélioration des qualités des services Je viens de donner un indicateur. qu'eux-mêmes mesurent, Oui, les oui, Congolais. je viens de vous donner. Vous avez parlé des fréquentations. Voilà. Les fréquentations, est-ce que ce n'est pas normal le fait qu'un Congolais, quand il tombe malade, il aille vers un hôpital? Il ne reste pas à la maison. Mais c'est ça qui est normal. Mais le problème, c'est qu'on vous dit, je vous donne l'exemple des mamans qui ont accouché, 75 mamans venaient. Dans les bandundu. Maintenant, on est à 150. Et quand vous demandez qu'est-ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a la gratuité. C'est un indicateur que vous pouvez vérifier. Un indicateur, vous êtes journaliste. Tout ce que je vous dis, moi je répète toujours, hein, tout ce que j'ai dit, vous pouvez aller le vérifier. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez aller le vérifier. Les médecins vous disent
Maintenant, nous avons de plus en plus de gens qui viennent à l'hôpital. D'ailleurs, ça nous fatigue, ce qui est normal. C'est un indicateur que tout le monde peut vérifier. Vous dites quel est l'indicateur qu'un Congolais peut vérifier? Mais vérifiez celui-là. Une dernière question sur l'affaire du docteur de Kinkole. Oui. Monsieur le ministre, vous êtes médecin depuis 30 ans. L'ordre des médecins est également composé des médecins comme vous. Oui. Et lors de la clameur publique, vous avez instruit la radiation du ministre. Ce n'était pas la clameur publique parce du médecin, mais c'était le contraire qui a été communiqué. Encore une fois. On n'a pas radié le ministre. Je voudrais terminer ma question, monsieur le ministre. On n'a pas radié le médecin. Est-ce que ce n'est pas une douche froide pour vous? Je suis même étonné que vous me posiez une question comme ça, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas une douche froide. L'ordre des médecins a des procédures. En urgence, ils ont décidé la suspension de 3 mois. C'est la mesure urgente qu'on prend. Et puis, on va en profondeur dans le dossier. Moi, ce n'est pas la clameur publique. Moi, je viens de vous dire que la clameur publique a commencé le lendemain d'ailleurs. Je l'ai dit dans mon intervention. J'ai dit, moi, j'ai reçu ça la nuit, à 22h. Quand j'ai reçu ça, j'ai appelé tous mes services pour dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Les services m'ont expliqué ce qui s'est passé. Et j'ai demandé, est-ce qu'il manquait ne fût-ce qu'un anesthésique pour calmer la douleur de cette dame? Non, il ne manquait pas d'anesthésique. Est-ce qu'il manquait de gants pour que quand on a déjà touché, qu'on change de gants? Non, il ne manquait pas de gants. Vous pouvez vérifier. Hein. Ils ont reçu le 10 février 5100 paires de gants. Vous pouvez vérifier. Encore une fois, je dis, ce que je dis, vous pouvez le faire vérifier. Donc, il ne manquait pas de médicaments. Il ne manquait pas les moyens d'assurer l'asepsie. Est-ce qu'il est possible qu'on ait formé un médecin quelque part en lui disant, si vraiment un malade n'arrive pas à coopérer, pour l'immobiliser, parce que le but c'était de l'immobiliser, vous pouvez taper. N'y a-t-il pas des circonstances atténuantes dans la mesure? Je demande, est-ce qu'on peut taper parce qu'il y a des circonstances atténuantes? Monsieur le ministre, vous avez déjà répondu largement là-dessus. On est en direct. Moi, je vais poser 2 questions qui restent. Et beaucoup de médecins et des gestionnaires m'ont dit poser ces 2 questions au ministre. On dit, premièrement, le ministre n'assainit pas suffisamment les antivaleurs dans notre profession. Premier antivaleur, les faux médicaments, les centres de santé inappropriés qui ne sont pas à même d'accueillir les malades et de porter des soins, et le recrutement des faveurs. Quelqu'un m'a dit, le ministre a créé des agences pour séparer le ministère et ceux qui exécutent. Dans ces agences, c'est autant pour le ministre parce qu'il ne touche plus à l'argent, c'est lui qui donne les orientations, etc. Mais ces agences, tous les spécialistes qui étaient au ministère de la Santé sont partis se développer dans ces agences parce qu'il y avait la gestion de l'argent là-bas. Et souvent, on a nommé des gens de l'IDPS, des connaissances, etc. C'est contre-productif. Encore une fois, pour les réformes. Encore une fois, j'aimerais bien que nos compatriotes, de temps en temps, fassent vraiment un petit effort avant de parler. Un petit effort pour aller regarder. D'abord, quand vous parlez d'antivaleurs, ce n'est pas par rapport au centre de santé, par rapport aux médicaments, c'est par rapport au comportement. Oui. Le Congolais, il veut le changement, mais tant qu'on ne touche à rien. Ah, qu'on ne bouge pas. Non, mais c'est ça que je vois. C'est que vous prenez le cas de quelqu'un qui doit être puni, vous dites non, il ne faut pas le punir. Mais il faut lutter contre les antivaleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Les antivaleurs, c'est quand quelqu'un se comporte mal. Comme ce médecin. Quand quelqu'un se comporte mal, il faut le punir. Il faut le punir. Il ne faut pas valider ça. Parce que si vous validez ça, vous imaginez dans la tête des gens si on valide des choses comme ça. Bon, donc ça, ce n'est pas une question d'antivaleur. Faux médicaments, je viens d'en parler tout à l'heure. Oui. J'ai dit que nous avons, si vous savez, nous avons plus de 90 points d'entrée des médicaments dans notre pays. Oui.
des pharmacies, des pacotilles, Des pharmacies des de choses par pacotilles, terre des qu'on choses voit par dans des... terre. Voilà. Pourquoi vous ne fermez pas ça? Pourquoi vous interdisez non, mais pas? attendez. Il y a alors des pharmaciens qui luttent contre ça. Oui. Encore une fois, dans ce pays, M. Jean-Marie Kassamba, vous le savez, on avait quelque chose de très intéressant que vous appelez le DCMP. Oui, DCMP. Dépôt. Le dépôt central médico-pharmaceutique. Oui, oui. Où l'État achetait les médicaments et s'assurait de la redistribution. On a cassé ça. On a démantelé ça. On a démantelé Depuis ça. les pillages, d'ailleurs. On a démantelé ça. Oui. Et ça, là, ça fait que maintenant... Et puis, deuxième chose, c'est que l'État n'achetait plus rien. Donc, c'est les privés. Vous n'avez pas, avant que nous on vienne, vous n'avez pas vu un seul endroit où l'État achetait des médicaments. Vous avez vu pour Kinkole que c'est nous qui avons acheté les médicaments. Oui. C'est nous qui avons mis les médicaments. Mais avant, l'État n'achetait plus rien. Ces hôpitaux ne recevaient plus rien de l'hôpital. Alors, de l'État. Qu'est-ce qui se passait? Donc, les gens s'approvisionnaient n'importe où. À leur guise. Nous avons remis le DCMP. Nous appelons ça l'ANAMED, l'Agence nationale. Ah, vous avez... Mais on a remis, c'est pour ça que je dis, nos réformes, il faut quand même que les gens fassent un effort. Nous venons de remettre l'ANAMED pour que l'État achète de manière centralisée et redistribue des médicaments de bonne qualité. Vous ne pouvez pas lutter contre le trafic juste avec la police, en fermant, en arrêtant les gens. Non, nulle part au monde, on réussit seulement avec la police. On réussit avec une offre beaucoup plus attractive, mais de bonne qualité. C'est-à-dire que si vous savez qu'à l'hôpital, vous allez trouver un médicament que vous n'allez pas payer parce qu'il est à l'hôpital, mais qu'il est gratuit et qu'il est bon, pourquoi vous allez aller acheter un faux médicament? Parce que vous savez que vous allez le trouver à l'hôpital. C'est là le but de l'ANAMED, de acheter de manière centralisée. Non, on vient de lancer maintenant l'ANAMED. C'était la dernière structure qui restait dans notre dispositif. C'était l'ANAMED. Et vous avez des stocks comme ça? ANAMED? Non, mais on est déjà en train d'acheter ça avec le FPS. Parce que le FPS a commencé déjà. Les médicaments qu'on a livrés à Kinkole, c'est vos médicaments, vous? Ce sont les médicaments que nous, on achète. Les conteneurs qui sont à ma taille, là, pour équiper de 145 territoires, ça sera vos médicaments, vos équipements à vous? Ce sont tous les équipements de l'État. Et donc, pour que le pays fonctionne bien, il faut que l'État fasse une offre différente de l'offre privée. L'offre privée, c'est du n'importe quoi. Tous les trafiquants sont dedans. Je vous donne un chiffre. Dans le monde, le trafic de médicaments, c'est 400 milliards de dollars. Oui. C'est plus que le trafic de drogue. Oui, oui. Donc, vous comprenez qu'un pays où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas... Ça va dans tous les sens. Alors, vos agences. C'est pour cela que... Vos agences. Je vais répondre. Oui. C'est pour cela qu'on a créé l'ANAMED, qu'on va opérationnaliser maintenant, mais dont les fonctions sont déjà occupées par le FPS. C'est pour ça que nous livrons les médicaments. Le FPS livre des médicaments dans toutes les structures où il y a la gratuité et la maternité. Vous avez la preuve là avec Kinkole. Maintenant, les structures qu'on a créées, on n'a pas créé... Les structures qu'on a créées ne sont pas en train de prendre des spécialistes du ministère de la Santé. Les spécialistes du ministère de la Santé, d'ailleurs, nous, ce que nous venons de faire, c'est encore mieux. Parce qu'avant, ils allaient dans les ONG. Oui. Là où on payait quand même. Bien sûr. Oui, alors on là où payait. ils allaient dans les ONG. Oui. Maintenant, ce que nous on fait, je viens de vous dire, c'est que nous, maintenant, avec la taxe, avec l'assurance maladie, nous allons maintenant mettre l'argent directement dans la poche du médecin, de l'infirmière, du paramédical, directement, pour qu'il se concentre à son travail. Et ça, c'est des réformes profondes qu'on ne crie pas sur le toit jusqu'à ce que ce soit opérationnel. Et c'est ce que j'ai expliqué aux gens de Sinamed qui sont venus me voir. Et vous pouvez leur demander leur avis. Appelez le président provincial du Sinamed, posez-lui la question, est-ce que vous avez vu le ministre? De quoi vous avez vu? Et les recrutements, les nominations, c'est le ministre. Alors, le recrutement, je vais vous dire quelque chose. La plupart des médecins se fâchent parce qu'ils disent que le ministre n'aligne pas. Oui. N'est-ce pas? Bon. Moi, depuis que je suis au ministère, je n'ai pas affecté un seul médecin. Pourquoi? Mais parce que, je prends un exemple, hôpital de Kitambo, 200 lits, 700 médecins. Si maintenant, moi, je prends encore 50 médecins, je mets là-dedans, est-ce que vous pensez que c'est sérieux? L'émission est terminée. Mettez-vous debout, je vous pose une question de confiance. Oui. Les secteurs de santé génèrent énormément d'argent et souvent, les médecins que vous êtes, vous créez souvent des cliniques privées. Vous en avez créé combien pour vous? 0. Et les subventions, là, vous n'avez pas orienté un peu... 0. Je n'ai aucune structure à moi. Aucune. Vous pouvez vérifier encore une fois.
Ni l'approvisionnement en médicaments. J'ai zéro structure. Zéro. Vous allez sortir du ministère pauvre. Ce n'est pas le problème. Mon boulot, c'est que les Congolais soient soignés. Mon boulot, vous savez, j'ai déjà fait ma vie, vous savez ça. Mais je n'ai pas besoin de... Primo non nocere. Je ne dois pas aggraver la situation. Donc, Dr Kamba, ministre de la Santé, n'est pas l'homme d'argent. Vous pouvez vérifier encore une fois. Vous savez, quand on a fait la gratuité de la maternité, j'ai demandé 42 millions de dollars. Je l'ai dit tout le temps, n'est-ce pas? Quand on a fait, quand maintenant, après tout un an de négociations, le ministre des Finances de l'époque a mis 42 millions de dollars. Il m'a dit, je mets ça dans quel compte? J'ai dit, mais vous mettez dans le compte du Fonds de solidarité. Il dit, mais oui, mais ça ne dépend pas de vous, ça dépend du ministre du Travail. Moi, je dis, mais oui, mais c'est ça ce que nous avons fait. Nous avons fait que ce Fonds de solidarité relève du ministre qui s'occupe de la prévention sociale, et à l'époque, c'était le ministère du Travail. Comme quoi, l'IDPS, il y a aussi des ministres honnêtes. Ben, il faut faire les choses Qui n'aiment correctement. pas l'argent. Monsieur le ministre, je vous envoie dans les coulisses. L'émission est terminée, merci. Vous pouvez vérifier tout ceci calmement et nous dire ce que vous en pensez, parce que le débat est ouvert. Allez, à très bientôt.